Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier Buzz TV de la semaine. Je suis avec Damien Canivez aujourd'hui. Bonjour Damien. Bonjour Sarah. Ah ben... Ça commence bien, je vous appelle Damien. Vous êtes mon semblable féminin, Sarah. On va dire ça. Notre invité du jour est le médecin le plus suivi de France. 1 million de followers sur Instagram, quasiment 2 millions sur TikTok. Il livre ses conseils tous les matins sur RTL et également dans le magazine de la santé sur France 5. Ses livres sont à chaque fois des best-sellers. Le dernier en date nous promet une cure de jouvence. Bonjour Jimmy Mohamed. Une cure de jouvence. Voilà. J'en étais sûre que ça allait être relevé. Et oui, une cure. Une cuillère de jouvence. Ça commence très bien. Bonjour Jimmy. Bonjour Sarah. Merci. Je sais pas si je veux faire la promo du livre en fait. Ah bah soyez sympa franchement. Non, Zéro contrainte pour rester jeune, c'est le nom de votre dernier ouvrage qui vient de sortir aux éditions Flammarion. On y retrouve 35 astuces pour vivre mieux et plus longtemps. Enfin, c'est ce que vous nous promettez. Alors, on a plein de questions avec Damien à vous poser. Un mot d'abord quand même sur vos activités qui sont multiples, à la fois la télévision, la radio, l'écriture de vos livres, votre activité à SOS Médecins, je crois que vous exercez toujours. Quand est-ce que vous dormez, Jimmy Mohamed? Est-ce que vous avez le bon compteur d'heures de sommeil à jour? Alors moi, j'ai besoin de dormir entre 6 et 7 heures par nuit. En dessous de 6 heures, c'est la catastrophe. Entre 6 et 7, ça va, et à 7, je suis super bien. Et je sacralise le sommeil, donc en fait, je dors mes 6 à 7 heures par nuit, parce que je sais qu'en ne dormant pas, je suis de mauvaise humeur, j'ai faim, je suis pas lucide, et finalement, tout ce que j'ai à faire dans la journée me prend beaucoup plus de temps. Ouais. Écrire une chronique, au lieu de me prendre 30 minutes, ça va me prendre 1 heure, parce que j'ai pas dormi. Donc ce temps de sommeil, il est non négociable, et c'est ce qui me permet, à mon sens, de tenir sur le long terme. Mais si vous ne dormez que 4 heures par nuit la semaine lorsque vous travaillez, est-ce que vous pouvez rattraper ce manque de sommeil le week-end, par exemple? Le samedi, vous dormez 12 heures et l'affaire est classée. Eh ben exactement, c'est un chapitre de livre, ça se voit que vous avez lu. Qu'est-ce que vous croyez? Attendez, moi je tourne les pages, je sais faire. Effectivement. Non, parce qu'en fait, la dette de sommeil, eh bien, elle ne s'efface pas le week-end. C'est un peu comme à la banque, quand vous avez une dette. Ça n'arrive jamais, mais oui. Non, mais un jour peut-être vous serez dans la zone rouge, eh bien le banquier vous demande des agios. Vous aurez beau remettre exactement la même quantité d'argent, il vous dira toujours il y a des petits intérêts. Eh bien, pour le sommeil, c'est la même chose. Le sommeil que vous perdez en semaine ne sera jamais rattrapé le week-end. On va prendre un exemple très simple. Si vous dormez 1 heure de moins par jour, au lieu de dormir 7 heures, vous êtes à 6 heures. Parce qu'on a regardé une série, parce qu'on a un peu traîné, on fait tout ça. Eh bien, à la fin de la semaine, 1 heure x 7, c'est 7 heures de sommeil. Vous avez fait une nuit blanche dans la semaine. C'est vrai. Ah ouais, c'est c'était que 1 heure. C'est vrai que et pour 30 minutes, ça veut dire 3h30, 4 heures de sommeil que vous avez perdu, la moitié d'une nuit. Donc en réalité, ces minutes qui nous semblent pas si importantes, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année et à la fin de votre vie, ils vont compter, et ils vont compter très cher. Donc, il faut essayer de se dire que le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est presque un investissement, et c'est un gage d'être de meilleure humeur, de mieux manger, de limiter les risques de certaines maladies. Donc, le week-end, on évite la grasse matinée, et encore plus car le cerveau, il n'aime pas être perturbé. Il aime bien faire toujours la même chose à la même heure. Il y a plein de bons conseils comme ça dans ce livre, Jimmy Mohamed. On va en parler dans l'interview du Buzz TV, juste après les news médias de Damien Canivez. On commence ces infos médias avec l'interview de Vianney, c'est dans le dernier TV Magazine. Exactement. Mais oui, le chanteur s'apprête à retrouver son fauteuil de coach dans la nouvelle saison de The Voice diffusée ce samedi 10 février en première partie de soirée sur TF1. Alors l'occasion pour lui bien évidemment de se livrer sur de nombreux sujets dans nos colonnes devant 2 journalistes moyens dont Sarah. Non, je plaisante. Allez, c'est ma fête c'est votre fête aujourd'hui, Sarah. Non, c'est vrai. Mais vous avez fait l'interview en compagnie de notre collègue Damien Mercereau. C'est vrai, elle est passionnante, cette interview. Je dis pas ça parce que vous l'avez faite. Il parle de la façon dont il gère ses talents en coulisses sur TF1. Il raconte aussi les chansons sur lesquelles potentiellement il ne se retournera jamais. Et aussi, il a accepté de se livrer à cœur ouvert, et c'est assez rare, sur sa famille. Il indique qu'il y a 1 an encore, il travaillait 7 jours sur 7, mais que ces derniers mois, il est parvenu à se dégager du temps pour rester un petit peu aux côtés de ses proches. Alors il faut dire que Vianney aussi est devenu papa en octobre 2021, et cette paternité, il essaye de l'assumer dans un agenda déjà très rempli. Quand je suis présent, j'essaye de l'être à 2000%. Quant à la question de savoir s'il pourrait se retirer de la scène musicale au cours des prochaines années, il dit qu'il sera incapable de lâcher sa guitare, mais qu'il pourrait peut-être se retirer en revanche de l'arène médiatique. C'est bien, vous avez bien lu l'interview. Oui, écoutez, parce que je sais tourner des pages, mais je sais lire une interview aussi. The Voice, c'est une émission familiale. Est-ce que Jimmy, vous autorisez, vous êtes papa de 3 enfants, est-ce qu'ils regardent la télévision le soir, ils ont accès aux écrans? Alors, jamais en semaine. C'est-à-dire que les jours où il y a école, c'est non négociable. Pas d'écran, ni le matin,
ni le soir. Ouais. En revanche, le mercredi, quand il n'y a pas d'école, le vendredi soir, le samedi soir, on s'autorise de regarder un peu d'écran, un peu de télé, et on essaie de regarder des programmes un peu familiaux. Fort Boyard, par exemple, c'est l'émission emblématique qu'on regarde en famille. Je pense que vous y participez aussi. J'ai eu la chance d'y participer, non mais c'est la consécration. Franchement, c'est la meilleure émission que j'ai faite dans ma vie. Bon souvenir, vous êtes rien cassé? Non, ça va, mais c'est la meilleure émission que j'ai pu faire. Après ça, comme dirait Thierry Roland, je peux mourir tranquille. Je peux arrêter la télévision. Non mais ça, Fort Boyard, c'est le must. C'est emblématique. C'est Fort Boyard, point. Je pourrais faire Fort Boyard tous les jours. Ah ouais, carrément. Bon, on va en parler à la production. Perforas, il a une espérance de vie limitée aussi. Hein. On termine. Ça va, bah oui, je sais, mais bon, il est vieux quand même. Il est éternel. Ah oui, c'est vrai. Il n'a pas d'âge. On termine ces infomédias avec le chiffre du jour, c'est 1,2. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant l'événement. C'est le magazine présenté par Caroline Roux hier sur France 2. On rappelle que Gabriel Attal y était l'invité exceptionnel pour présenter son nouveau gouvernement. On rappelle qu'il y a eu un remaniement hier. Cela représente 7,7% de part d'audience. C'est assez moyen. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Ministre de la Santé, ça vous dirait, Jimmy Mohamed? Non, pas dans l'état actuel des choses. Ma vie est cool. Pourquoi je vais me prendre la tête C'est vrai. Pourquoi avoir des responsabilités? Non, mais dans un contexte très difficile où on se rend compte qu'il y a plein de galères qu'on ne pourra pas résoudre là en 2 ou 3 ans. Il faudra peut-être 10, 15, 20 ans, sauf que les ministres changent. C'est la chaise musicale, hein. On a eu, je sais pas, 3, 4, 5 ministres de la Santé déjà, donc pour l'instant, je pense que je donne de l'information, je prends du plaisir, la politique, peut-être quand j'en aurai marre de la télévision, mais pour l'instant, les médias, c'est très bien, mon métier me suffit, et puis voilà, je suis qu'un simple médecin. Mais s'il fallait prendre une seule mesure aujourd'hui, si vous étiez ministre de la Santé, vous prendriez laquelle? On sait que l'hôpital est dans un état assez compliqué, qu'il y a une défiance aussi vis-à-vis de l'autorité scientifique. Moi, je ferais le gouvernement reculer sur les chèques alimentaires. Ah oui. Vous savez, je pense que c'est une erreur. Ah oui. Parce qu'on gouverne souvent la petite semaine et on gouverne sur les 1, 2, 3, 4 ans sans regarder à 10 ou 20 ans. Or, on sait que plus une population va bien manger, eh bien, meilleur sera son état de santé. Sauf que ça, il faut 10, 15, 20 ans. Et je pense qu'en donnant... Alors, bon, on va dire c'est des subventions encore, il n'y a pas d'argent magique. En réalité, c'est un investissement. Si on permet aux gens d'acheter des fruits et des légumes, je vous assure qu'ils vont acheter des fruits et des légumes et qu'ils vont mieux manger et que derrière ça, ils auront moins d'hypertension, moins de diabète, moins de maladies et puis ils seront aussi de meilleure humeur car il y a un lien entre notre alimentation et nos humeurs. Sauf que ça met 10-15 ans avant de payer et je pense qu'il ne fallait pas reculer sur cette mesure et qu'il fallait investir parce que c'est pas une subvention, c'est un investissement dans l'alimentation. Donc je pense qu'une de mes grandes mesures, ce serait ça, investir sur l'alimentation. Celle des enfants à l'école, on va prendre tout simple, l'enfant le monter à l'école, le matin avant d'aller à l'école, il mange mal. Du sucre à gogo. À midi, c'est pas bon. Ils vont manger du pain, des féculents. Le goûter, ils ont très faim, donc on leur donne n'importe quoi. Et ils rentrent le soir, les parents n'ont plus le temps de faire à manger. Et on se rend compte que du matin au soir, les enfants ont mal mangé et on crée les obèses de demain avec des maladies chroniques, alors qu'il faut investir. Donc moi, j'investirais massivement dans l'alimentation. C'est le premier des médicaments. Ouais. Votez Jimmy. Et le manger mieux, vous votez Jimmy. Manger mieux, vous en parlez dans votre livre Zéro contrainte pour rester jeune. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Dans Zéro contrainte pour rester jeune, aux éditions Flammarion, vous donnez des conseils. Alors s'il fallait en retenir 3 ou 4 pour nos téléspectateurs, ce seraient lesquels, Jimmy? Boire, manger mieux? On va revenir sur l'alimentation avec un exemple très concret. On dit 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, ça saoule tout le monde, mais c'est tellement vrai. Vrai au point que si vous changez votre régime alimentaire, d'accord, je ne vous demande pas de manger, de faire des trucs de dingue, hein. Juste vous mangez des fruits et des légumes, des noix, donc des oléagineux, des amandes, vous buvez de l'eau, moins de viande rouge, moins de produits ultra transformés et que vous mangez juste un peu équilibré, quand vous avez 20 ans, vous gagnez 10 ans d'espérance de vie par rapport à ce qui était prévu. Donc vous allez vivre 10 ans de plus. À 60 ans, c'est 8 ans d'espérance de vie en plus. À 80 ans, c'est presque 4 ans de plus. Ça veut dire qu'au travers de notre alimentation, eh bien, on peut vivre réellement plus longtemps et qu'il faut aller au-delà du plaisir qu'on peut avoir éphémère. Donc l'alimentation, je pense que c'est un des piliers majeurs à une vie en bonne santé. C'est exponentiel, à 90 ans, vous gagnez 2 heures, quoi, c'est ça? Non mais... je ne sais pas comment rebondir à cette phrase. Bon courage. Vous êtes capable de tout faire d'habitude, Jimmy, vous me décevez. Alors il y a tout un tas de conseils, c'est vrai, dans votre livre, assez étonnants d'ailleurs, comme sourire par exemple, qui aiderait à rester jeune, mais aussi se balader dans les bois et même les odeurs. Vous nous expliquez que vous avez été shooté aux huiles essentielles. Alors, c'est vrai que pour les arbres, on va se dire, ouh là là, il est en train de partir en cacahuète, il nous propose des trucs bizarres. Oui, ça nous a étonnés. Ouais, on va faire des câlins à des arbres et tout. Non, pas du tout. Alors, c'est des études scientifiques validées et qu'on a déjà observées à l'étranger. Au Japon, notamment, on fait des bains de forêt. Les Japonais, ils font pas ça juste parce que c'est sympathique, mais parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on met des gens dans un milieu
verts dans de la forêt versus la ville, eh bien, ils vont moins produire d'hormones du stress, que sont le cortisol, l'adrénaline. On a fait des dosages de ces hormones dans la salive et les gens ont les hormones du stress qui baissent. Du coup, vous avez moins de tension artérielle, vous êtes plus zen. Et on a observé un lien entre la proximité des habitations proches du littoral et la fréquence et l'intensité de la dépression. Plus on est dans les centres urbains, plus on est stressé, plus on est dépressif. Et plus on s'en éloigne, mieux on se porte finalement. Et c'est l'air frais de la campagne qu'on dit de façon un peu caricaturale, mais qui est validé par la science. C'est en ça que la nature nous fait réellement du bien et qu'on devrait s'obliger à faire des balades en extérieur et que c'est pas du tout un truc ésotérique de naturopathe perché. C'est validé par la science et c'est une arme qui coûte pas cher, sans effet secondaire. Ouais. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est la recommandation des 1000 pas par jour, alors que depuis des années, on nous répète qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Comment ça se fait, vous êtes le seul médecin qui nous conseillait ça. 1000 pas de plus que ce que vous faites. Parce que finalement, quand on vous dit de faire 10 000 pas, c'est décourageant. Parce que 10 000 pas, on se dit, oh, l'objectif, il est dur. Et quand on regarde son compteur de pas, même moi, je suis à 6 ou 7 000. Donc je me dis, oh là, il me manque 3 4 000 pas par jour, c'est compliqué. Et du coup, on se dit, bah, à quoi bon ? Si vous passez de 4 000 pas par jour à 5 000, vous allez augmenter de 25% votre activité. Vous serez plus endurant, vos muscles plus performants, vous serez de meilleure humeur, vous allez mieux dormir et donc finalement vous allez vivre plus longtemps, plus jeune et en bonne santé. Donc augmentez un tout petit peu le nombre de pas par jour en faisant des choses toutes simples. Les coups de téléphone que vous avez, faites-les en marchant. Ah oui. Sortez une station de moins avant de votre station prévue de métro, marchez. Prenez les escaliers, des trucs tout bêtes, et à la fin de la journée, vous avez fait 1000 pas de plus. Et l'année prochaine, bah vous dites peut-être que je peux faire encore 1000 pas. On s'améliore jour après jour, et essayez de se dire, je passe du cercle vicieux, je bouge pas, j'ai des maladies, au cercle vertueux, je bouge, je vais mieux. Alors, dans un chapitre auquel je me suis particulièrement identifié, vous nous dites qu'il faut changer de slip tous les jours. Pourquoi ? Les Français sont sales, c'est ce que vous êtes en train de dire dans ce livre ? Non, alors c'est un chapitre dans lequel je disais, attention, c'est un chapitre consacré aux vêtements. Oui. Parce que quand on achète un vêtement, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on va le mettre. Bah, bien sûr. Sauf qu'on devrait le laver dans un premier temps, pour deux raisons. La première, et on le fait chez les enfants, quand on achète des vêtements à un bébé, vrai. On les met à la machine. Mais pourquoi pour nous, on ne le fait pas ? Puisque le vêtement, il a été emballé dans des cartons, dans des usines, il y a eu des conservateurs pour éviter justement qu'il ne s'abîme, et on va les mettre directement, et donc on va avoir des produits toxiques sur notre peau. Et puis on a fait des prélèvements sur ces vêtements. Et on s'est rendu compte qu'il y avait souvent, dans les vêtements qu'on essayait dans les magasins, du staphylocoque, des bactéries de la gastroentérite et même des matières fécales. Ah oui. Parce que forcément, le vêtement que vous avez mis, vous pensez qu'il est tout propre, mais il a été essayé par plusieurs personnes qui ont été aux toilettes, qui ne se sont pas lavé les mains. Ah oui, j'allais dire. Ils ont mis le pull et vous le mettez par-dessus. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait ses besoins dans des rayons de vêtements, quand même. Non, mais il a certainement été aux toilettes et j'espère qu'il s'est lavé les mains comme vous, Damien. Absolument, je fais ça tous les jours. Parce qu'il y a un risque, effectivement, d'avoir des petites bactéries cracra. Ah ouais. Et dans ce chapitre, je réexplique qu'effectivement, les Français, particulièrement les hommes, ne changent pas leur slip tous les jours. C'est vrai, arrêtez de me regarder quand vous dites ça, c'est. Je crois que vous l'avez dit une fois. Non, mais je crois qu'un jour, vous me l'avez confié. Je n'ai jamais rien dit. Je pense que si on reprend un magnéto. On va retrouver les images, ne vous inquiétez pas, Jimmy. Et une autre bonne technique pour rester jeune, dites-vous, c'est de faire l'amour. Alors pourquoi ? Alors, c'est un anxiolytique naturel. Avoir un orgasme le soir permet de mieux dormir. Et on a interrogé des gens, alors ça sort pas de mon chapeau, des gens de 25 à 50 ans, on leur a dit, après un orgasme, finalement avec quelqu'un ou seul, est-ce que vous dormez mieux ? La masturbation, ça marche aussi. Ça marche aussi, féminine ou masculine. Eh bien, ils étaient 67% d'entre eux à dire, oui, on a mieux dormi. On a posé la même question à des gens qui prennent des anxiolytiques. Vous savez, les médicaments qui sont censés détendre et que certains prennent un mauvais escient pour dormir. Eh bien là, ils sont plus que 66% à avoir bien dormi. Ça veut dire que l'orgasme, le soir, fait mieux pour dormir. Ah ouais, donc ça, c'est un bon somnifère, gratuit, sans effet secondaire, et qui, au-delà du plaisir, permet de mieux dormir. Vous ne les faites pas, vos 70 ans de Jimmy, vous savez. Alors, l'alimentation est évidemment primordiale. Manger bien permet de rallonger l'espérance de vie. Vous conseillez d'ailleurs le régime méditerranéen. Alors, le suivre dans la vingtaine, c'est ce que vous préconisez, c'est gagner plus de 10 ans d'espérance de vie, c'est ça ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est le régime méditerranéen, c'est presque même le mode de vie méditerranéen. Parce qu'il faut reconnaître, à midi, on mange sur le pouce, on n'a pas le temps. Et dans le mode de vie méditerranéen, on se met autour d'une table, on partage les plats, on fait parfois la sieste, on se balade, on inclut les personnes âgées
dans notre société, elles ne sont pas seules. Et donc ce mode de vie méditerranéen nous permet de vivre plus longtemps et en bonne santé. On fait parfois aussi un peu de jeûne intermittent, on évite de manger en permanence du matin au soir, on a moins de sucre. Et en réalité, ce mode de vie, c'est celui qui est le plus validé, à la fois pour vivre plus longtemps, mais limiter le risque de nombreuses maladies. Il y a des études dans la récidive de cancer, en prévention du cancer, que notre alimentation, elle a une influence. On va prendre un exemple tout simple. Vous mangez plus de fibres contenues dans le régime méditerranéen avec des lentilles, des haricots. Vous diminuez le risque de cancer du côlon. Parce que finalement, quand vous mangez des fibres, eh bien, le transit s'accélère un peu. Donc les mauvais produits alimentaires qu'on a mangés ne stagnent pas dans le côlon et on diminue le risque de cancer colorectal par une bonne alimentation. Donc c'est tout bête, ça coûte moins cher et c'est meilleur pour la santé. Le couscous, c'est génial alors. Le couscous, c'est validé aussi. Il y a plein de légumes. Et vous conseillez aussi de manger de la sardine, du café et du chocolat. Exactement. Ça, c'est validé par le docteur Mohamed. C'est pas cher, c'est bon pour la santé. Et ça devrait presque être remboursé par la sécurité sociale. Ah, carrément. Et commencer son repas avec une cuillère à soupe de vinaigre, comme le préconise Jessie Inchospé, qui est un peu la glucose goddess des médias. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, ça ? Alors, si ça vous fait plaisir que de prendre du vinaigre, allez-y. En revanche, si vous pensez que vous n'allez perdre du poids qu'en faisant ça, vous vous trompez. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'aliment miracle. J'en parlais du vinaigre, c'est un moyen, effectivement, on dit d'accélérer un peu le métabolisme. Mais ce vinaigre, moi, je pense qu'il n'a pas d'intérêt en le buvant tel quel. Mettez-le dans une salade, vous allez manger la salade, vous allez manger des légumes. Et c'est là où Glucose Révolution, elle a quand même apporté quelque chose, c'est qu'elle incite les gens à mieux manger. Alors évidemment, on se sert de l'accroche vinaigre, mais elle ne parle pas que de ça. Et il est illusoire, personne ne perdra énormément de poids juste par le vinaigre. C'est une mesure, parmi tant d'autres, qui permettent de perdre du poids. C'est aussi dans les crudités, et ça, vous le conseillez avant un repas. Ça permet d'améliorer la satiété, le repas dure plus longtemps et vous avez moins faim par la suite. Et donc, mettez du vinaigre dans votre salade à chaque repas, mangez plus pour perdre plus, c'est possible. Bon. Et alors, sur votre compte Instagram, vous conseillez, enfin surtout déconseillez et dégommer des grandes marques de l'agroalimentaire. Alors, avant de vous recevoir, on a fait les courses avec Damien. On va vous montrer quelques produits. Le panier surprise. Voilà, le panier surprise. Mais vous reconnaissez. Oui, je pense que vous n'allez pas du tout aimer mon panier. On commence, déjà, on va commencer avec ça. Les saucisses industrielles que tout le monde reconnaîtra. Les enfants adorent, les parents aussi d'ailleurs. Catastrophique, alors ça, pour plusieurs raisons. Catastrophique, je vais regarder 30 secondes ce qu'il y a dedans. Alors, déjà la liste d'ingrédients, quand on regarde, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ingrédients dans des saucisses. Ah, c'est pas que de la viande. Moi, quand je mange des saucisses, je veux de la viande. Donc attention, liste à rallonge, catastrophique. Et puis on dit viande, bon bah ok, mais elle est de quelle qualité ma viande? Elle vient d'où? Comment? On ne sait pas trop d'ailleurs, il y a pas... Si, on nous dit que ça vient de Strasbourg cette fois-ci, mais je ne connais pas la qualité de ces saucisses. Et puis attention avec cette appellation, moins 25% en sel. Ah oui, ça c'est rassurant quand même. Souvent, quand il y a ce genre d'appellation, c'est que ce produit à la base, il est bourré d'additifs et bourré de sel. Et on communique, on en a mis un peu moins. Mais si je passe d'une tonne un tout petit peu moins, c'est pas significatif, donc attention. Et puis la plupart du temps, ces produits contiennent des nitrites qui sont des conservateurs. Ces conservateurs augmentent le risque de cancer colorectal. Donc c'est un mauvais produit. Et si on regarde la composition nutritionnelle, en termes, on va regarder les protéines, pour 70 grammes, on a 9 grammes de protéines, c'est-à-dire qu'une portion, là, si je dis pas de bêtises, là, si on prend là, on a l'équivalent de 2 œufs. Ah ouais. 2 œufs, à peine 2 œufs. Ah oui, donc c'est rien. C'est très peu. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 à 5 saucisses. Les enfants, ils vont en manger 1, 2. Donc en fait, nutritionnellement parlant, c'est pauvre. La qualité, c'est catastrophique. Et donc, ça coûte de l'argent au poids. Parce qu'il y a un produit d'appel, mais quand on regarde au kilo, c'est naze, donc c'est vraiment pas un produit qu'il faut consommer. Bon, on va essayer de se rattraper avec ces petites compotes en gourde que personnellement, je bois tous les jours. C'est vrai, manger des compotes. Ah, j'adore ça. Bah oui, et puis c'est pratique, vous voyez, vous mettez ça dans votre sac, ça prend pas trop de place. Et puis c'est bon pour la santé. On nous dit de manger des fruits et des légumes, ce sont des fruits. Alors attention, moi je considère pas que c'est un fruit. Ah bon? Regardez, il y a l'image là, il y a de la pomme, il y a de la banane. Justement, on essaie un peu de nous tromper comme ça, en faisant croire qu'on mange un fruit au travers d'une compote. Alors évidemment qu'une compote, c'est mieux qu'un gâteau industriel. Bien sûr. Il faut être logique quand même. On va pas dire non plus que la compote, il faut la mettre à la poubelle. Mais cette compote, vous allez la manger en combien de secondes? Ça va vite. C'est assez rapide. J'ai fait un record la dernière fois en 5 secondes, mais bon, je sais pas si... Et les enfants les aspirent aussi en 2 secondes. Sauf que vous avez faim ensuite. Qu'est-ce que vous faites derrière?
Vous en prenez une deuxième. Oui, souvent ça va par paire. Ouais. Ça va par deux. Les enfants en mangent minimum 2, voire parfois vont en demander une 3e. Et quand on regarde ce qu'il y a dedans, finalement, vous allez prendre 20-30 grammes de sucre en quelques secondes sans avoir la satiété. Donc, la compote de pommes, elle dépanne. De temps en temps, oui, effectivement, on est en voyage, dans les transports, mais il ne faut jamais remplacer la compote, jamais remplacer un fruit par la compote. Donc, mangez le vrai fruit, mâchez. Ça coûtera un peu moins cher parce que ça coûte de l'argent. Sur le plan écologique, c'est pas terrible parce que c'est du plastique. Et bon, ça dépanne. Mais moi, je pense que c'est pas le goûter. C'est surtout idéal. les enfants qui boivent de ça. Oui, parce que ça facilite les parents. Oui, on met ça dans le sac à dos. Les enfants, ils aspirent, ils ne mâchent plus. Leurs mâchoires deviennent faibles. Ils savent même plus croquer des fruits qui sont durs. La pomme, ça devient insurmontable. Sauf qu'on a besoin de croquer. Donc oui, pour les tout bébés, ça peut être intéressant. Oui, ça dépanne. Oui, quand on est malade, mais pas tous les jours. Ouais. Et alors ça, c'est un drame pour moi. Les gâteaux avec de la confiture. Les Pims, on appelle ça. Ça, vous les avez dégommés aussi sur votre compte Instagram. Les Pims aussi, comme plein de produits ultra transformés. C'est assez horrible en goût quand même, il faut le préciser. Parce que là, moi, je me désolidarise des propos de Sarah. Alors, dans ces gâteaux industriels, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'autres, vous avez un sucre de mauvaise qualité qu'on appelle le sirop de glucose fructose, qui est un sucre industriel de mauvaise qualité qui perturbe notamment le microbiote, qui fait qu'on va prendre plus de poids et qu'en plus de ça, on n'aura pas de satiété. Vous avez remarqué, quand vous mangez ce genre de produit, vous en mangez 1, 2, 3. Très addictif. On peut éclater le plaquet. Et vous avez encore faim après. Et on a encore faim. Donc dedans, on a du sucre, du gras, du mauvais gras, une liste à rallonge, là encore, si on regarde. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, presque 25 produits, dont des additifs dangereux pour la santé. On a du diphosphate. Le diphosphate, c'est du phosphore. Ce phosphore, on sait que nos apports, c'est l'Agence de sécurité sanitaire qui le dit, sont trop élevés. On en prend trop au travers de notre alimentation. Et l'excès de phosphore augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de maladies rénales et de maladies liées à la minéralisation de l'os. Donc en réalité, au-delà du poids, du fait que c'est un produit qui coûte cher, eh bien, sur le long terme, ça peut nous rendre malades. On parle des Pims, mais ça marcherait avec plein d'autres marques industrielles, évidemment. Je vais me fâcher avec personne. C'est déjà trop tard. C'est déjà... Bon, écoutez. Ils vous appellent d'ailleurs après vos vidéos comme ça, les marques? Alors, une fois, on m'a envoyé un message d'une grande marque pour me dire que peut-être ce que je disais devait être revu parce que c'est pas tout à fait ça. Ils m'ont envoyé une étude un peu bidon. Un peu orientée? Ouais, orientée, pour essayer de me manipuler, de me dire, mais on apprécie ce que vous faites, mais peut-être que je n'ai pas répondu parce qu'ils ont essayé, c'est de l'influence. C'est une marque de quoi? De soda? De gâteau? C'est une marque de compote. Ah, une marque de compote. D'accord. Exactement. Ils ont essayé. Bah oui, ça leur fait pas forcément une très bonne publicité. Non, alors moi j'ai pas de problème avec la compote, j'ai peut-être plus de problèmes avec les Pims, le Nutella d'une façon générale, que la compote. Alors attendez, parce que là, vous pourrez rien dire. Parce que ça, personnellement, et vous allez me faire peur si vous dites le contraire, j'en bois à peu près 1 litre par jour. C'est pas bon? C'est pour de vrai. Vous blaguez. C'est du zéro. C'est du soda zéro. En réalité, je suis addict à ce genre de soda. Simplement, je le prends en zéro pour ne pas avoir de sucre à l'intérieur. En théorie, c'est censé être plutôt bon. Alors après, c'est pas bon pour les dents. Ça, je sais parce que ça a tendance à s'éroder. Mais pour le reste, c'est acide. Alors déjà, les édulcorants, c'est des mauvais faux sucres. C'est des sucres qui font croire à votre cerveau que vous avez du sucre, mais c'est pas du sucre. Et ça perturbe votre microbiote. Et l'excès d'édulcorants est associé à une augmentation de risque de cancer. On va vous dire, oui, il faut en boire beaucoup, mais attention, vous rajoutez ça, plus qu'on trouve à droite ou à gauche. C'est catastrophique. Et puis n'oubliez pas que dans ce cola, vous avez du caramel, mais c'est pas du caramel. C'est du sulfate, du sulfite de caramel. C'est un produit ultra transformé. C'est un arôme. Et en plus de ça, il y a un composé intermédiaire qui a été créé, dont on sait qu'il est possiblement classé comme cancérigène. Donc, au-delà du sucre, au-delà du faux sucre, au-delà du mauvais colorant, au-delà du fait que ça abîme les dents, vous avez compris que c'est mauvais pour la santé et que ça n'a aucun intérêt. Moi, je n'en bois pas, jamais, parce que je sais qu'en fait, ils nous rendent malades avec ce genre de produit. On rend la population malade et addicte. Et encore plus quand c'est du zéro. Parce que comme c'est du zéro, vous savez que vous pouvez en boire en permanence. Et donc, on ne s'arrête pas. Et ça devient une habitude, une addiction. C'est ça, je bois plus d'eau, je bois que de ça. Et les industriels ont gagné. Lorsque vous consommez ça, vous augmentez aussi le risque de calcul au niveau des reins, puisque vous ne buvez plus suffisamment d'eau. Donc vraiment, ça, c'est un produit qui est vraiment de mauvaise qualité, qui rend malade la population, et je pense dont on doit se passer et qui apporte vraiment rien. Ça va, vos enfants sont heureux quand même, parce que... Sans compote à boire, sans gâteau industriel. Si, ils mangent quand même des gâteaux industriels parce que, en fait, il faut bien comprendre que rien n'est interdit parce que plus on interdit, plus on frustre les gens. Donc c'est autorisé de temps en temps. De temps en temps. Et attention, pas de récompense s'il y a l'alimentation. D'accord ? On ne punit pas un enfant parce que avec un dessert. Ah, tu t'es mal comporté, t'auras pas de dessert. Non.
l'alimentation n'est ni une punition, ni une récompense. C'est une façon parfois de se faire plaisir, mais pas inculquer dans la tête des enfants que le McDo, c'est la récompense. Ouais. En vrai, c'est une punition, mais les parents, je sais, ils veulent bien faire, ils veulent faire plaisir. On les rend malades avec les fast-food, McDo, Burger King, KFC, on les met dans le même sac. Mais l'alimentation, rien n'est interdit. Donc oui, ils mangent aussi des gâteaux. Moi aussi, j'en mange, en cachette. Rassurez-nous. Et juste un dernier mot, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais vous entendre sur le magazine de la santé. Vous participez à l'émission. L'émission vient de fêter ses 25 ans sur France 5, mais seulement, elle s'arrêtera en fin de saison. Ça a été annoncé. Michel Simès et Marina Carrère-Dancos militent pour la préservation de l'émission. Vous aussi, vous êtes avec eux sur ce... Oui, mais alors c'est très compliqué. C'est vrai que le magazine s'arrête, c'est extrêmement triste. Émission emblématique du service public qui remplit une mission de service public. Je pense qu'on ne peut pas se passer d'une émission de santé sur le service public, parce que mine de rien, on est les seuls à informer tel qu'on informe, des campagnes de prévention, on met en avant des scandales bien avant les autres, on fait attention, il y a une armée de journalistes qui connaît le sujet par cœur. Moi, j'ai plaisir à désormais aussi l'incarner, à le présenter, aussi de la fierté, donc une immense tristesse que ça s'arrête, mais je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas d'émission santé sur le service public. Ça répond à une demande. Malgré la forte concurrence, quand on regarde les programmes, à la même heure, il y a des programmes incroyables sur France 2, France 3, TF1, France 5, eh bien on maintient nos audiences, donc il y a un public et il y a des messages de santé publique qu'on relaie. Donc, vous êtes confiant alors? Alors, le magazine, il va s'arrêter, ça c'est acté de ce que j'ai compris. Peut-être sous une autre forme, il renaîtra. Peut-être, je ne sais pas. Je l'espère en tout cas parce que vraiment, c'est une mission de service public. On a besoin d'informer les Français sur la santé. Et vous reviendrez nous voir pour en parler, Jimmy Mohamed. Merci. Je rappelle le nom de votre livre, Zéro contrainte pour rester jeune. C'est aux éditions Flammarion. Quant à nous, on se retrouve lundi. Excellent week-end à tous.